Bonjour! Dans cette seconde vidéo, on va voir de plus près la nature du langage et ses différents éléments. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à le faire avant tout. Je ne vais parler que du principal et des choses qu'on sera amené à utiliser dans les prochaines vidéos, mais le langage C de l'Arduino est plus fourni et vous pouvez en voir la liste exhaustive par le menu Aide, option référence. Je vous conseille d'ailleurs d'explorer cette page qui, comme tout ce qui se rapporte à l'informatique, est en anglais, et il vaut mieux se familiariser avec ce dialecte d'outre-Manche. La syntaxe Arduino répond à des règles très strictes qui sont souvent la cause d'erreurs de compilation, car la machine est têtue et c'est elle qui a toujours raison. Chaque instruction se termine par un point-virgule. Les points-virgules sont synonymes d'erreur car il arrive très souvent de les oublier à la fin des instructions. Par conséquent, le code ne marche pas et la recherche d'erreurs peut nous prendre un certain temps. Donc faites bien attention. Les accolades sont les conteneurs du code du programme. Elles sont propres aux fonctions, aux conditions et aux boucles. Les instructions du programme sont écrites à l'intérieur de ces accolades. Les accents sont interdits puisqu'ils n'existent pas en anglais et surtout les majuscules sont différentes des minuscules et il faut faire très attention à bien orthographier le nom de ces variables. Les noms de variables acceptent presque tous les caractères, sauf les lettres accentuées, le point, la virgule et les espaces, qu'on remplacera par l'underscore, c'est-à-dire le tiret bas de la touche 8. On va maintenant voir les principaux éléments du langage Arduino. Chaque programme Arduino, appelé Sketch, contient deux fonctions principales. La fonction Setup, qui est exécutée une seule fois au démarrage, et où on va mettre tout ce qui sert à configurer les broches d'entrée-sortie. Et la fonction Loop, qui est exécutée en boucle continue après le Setup. Généralement, un code commence par un bloc de remarques qui décrivent les fonctions, mais aussi la version et la date de modification. Juste en dessous, on va mettre les déclarations des fichiers à inclure. Ce sont des fichiers qui portent l'extension .h et qui contiennent du code pour gérer quelque chose. Ici, c'est cerveau.h pour gérer un servomoteur. On voit que le code est abondamment commenté et je vous invite à prendre cette habitude qui vous évitera de perdre du temps quand vous reviendrez sur un ancien code. En dessous, on a le setup, puis la fonction loop. Si on place la souris sur cerveau.h, on a son emplacement sur le disque dur. Si on double-clique dessus, on voit partout où le mot apparaît. Cette fonction est très pratique pour rechercher rapidement quelque chose dans le code. Et un clic gauche ouvre un menu contextuel dont la première option, atteindre la définition, va afficher le code contenu dans cerveau.h, dans un onglet de l'IDE. On voit dans les remarques que cerveau est une classe pour manipuler un servomoteur connecté aux broches de l'Arduino. Une classe est un modèle qui permet de créer des objets. Ici, l'objet cerveau. Elle définit ce que l'objet sait, ce sont les attributs, et ce qu'il peut faire, ce sont les méthodes. Donc ici, on voit les méthodes de l'objet cerveau. On voit aussi que des fichiers .h peuvent aussi être inclus. Ici, arduino.h, et on a son emplacement en laissant la souris dessus. Et on voit que ce nouveau code est affiché dans un onglet de l'éditeur, et que ce code est en lecture seule car c'est un fichier inclus. Quand on revient à notre code, on voit que dans le setup, on a deux lignes qui servent à instancier la classe cerveau pour créer deux objets, cerveau1 et cerveau2, qui sont basés sur le modèle de la classe cerveau. L'un est raccordé à la broche 3 et l'autre à la broche 4. On reparlera de l'utilisation des servomoteurs dans une prochaine vidéo, mais d'abord, on doit continuer à voir les autres éléments du langage. Alors ici, j'ai employé le terme d'instanciation. C'est un concept fondamental en programmation orientée objet. Cela signifie créer un objet à partir d'une classe. Cet objet est appelé instance. Et on peut avoir plusieurs objets différents provenant d'une même classe, comme ici cerveau1 et cerveau2. On reparlera de ça dans les vidéos qui s'appuieront sur des exemples concrets. Et on va poursuivre avec les variables. Ce sont des nombres ou du texte qui sont stockés dans la mémoire vive, la RAM, du microcontrôleur, pendant l'exécution du programme. Toutes les variables utilisées doivent être déclarées. Elles peuvent avoir une portée globale, c'est-à-dire qu'elles sont accessibles partout dans le programme si elles sont déclarées dans le haut du code.
On voit ici la variable compteur qui est déclarée avant la fonction setup et qui est globale. Elle garde sa valeur entre les exécutions de fonctions. Elles ont une portée locale si elles sont déclarées dans une fonction et ne sont accessibles que dans le bloc où elles sont déclarées, et leur valeur n'est pas conservée. Ici, la variable compteur est remise à 0 à chaque exécution de la fonction. Et comme on l'incrémente de 1 avec l'instruction compteur++, le serial print affiche toujours 1. Serial print sert à afficher quelque chose sur le moniteur série, et on verra cette instruction en détail dans une prochaine vidéo. Pour que la variable conserve sa valeur, il faudrait la déclarer avec le mot-clé statique, et dans ce cas, la variable n'est déclarée et initialisée que lorsque la fonction est appelée pour la première fois, et elle conserve sa dernière valeur lors des autres appels de la fonction. Donc ici, la variable compteur serait incrémentée de 1 à chaque fois que la fonction est appelée. Mais on verra ça un peu mieux quand on abordera les fonctions. Le type de variable est choisi en fonction de ce qu'on va stocker dedans, et toujours dans l'optique d'économiser la mémoire, car il ne faut pas oublier qu'on ne dispose que de 2 kilooctets de RAM, moins 256 octets pour les périphériques d'entrée-sortie. On a des variables qui vont occuper de 1 à 4 octets selon ce qu'elles vont devoir contenir. Les variables peuvent aussi être signées ou non. Si le nombre à stocker peut devenir négatif, on utilisera une variable signée. Sinon, ce sera une variable non signée qui permet une plage plus large, car le signe étant enregistré dans le bit 7, il ne reste que 7 bits pour coder le nombre. Pour coder un nombre entre 0 et 255, on utilisera la variable uint8_t, qui veut dire une signed int 8 bits. Le T, pour type, veut dire qu'il est compatible sur toutes les plateformes. Ainsi, si vous déclarez un int sans autre précision, il occupera 2 octets sur une carte Arduino Uno et 4 octets sur une Arduino Douai ou sur une carte ESP32. Donc c'est une syntaxe qui n'est pas adaptée au contrôle précis de la mémoire. Il vaut mieux utiliser les types, donc écrire int16_t ou uint16_t, qui occuperont toujours 2 octets, quelle que soit la plateforme. En plus, on voit tout de suite ce que c'est, si c'est signé ou non, et combien d'octets il occupe. En Arduino, on peut aussi utiliser le mot byte, qui est un alias de uint8_t. Attention à ne pas confondre bit, qui désigne l'unité élémentaire d'information, qui peut prendre 2 valeurs 0 et 1, et byte, qui désigne un octet qui est composé de 8 bits. On a aussi char, qui permet de stocker un nombre de 0 à 255 quand il est non signé, et de -128 à +127 s'il y a un signe. Char stocke en fait le nombre sous la forme d'un caractère par son code ASCII. On peut aussi utiliser char pour avoir le caractère qu'il contient, mais aussi son code ASCII, et une variable char peut être incrémentée ou décrémentée. Si une variable appelée txt contient A de code ASCII 65, txt++ donnera un B de code ASCII 66. Le code ASCII remonte à la préhistoire informatique, puisque créé en 1963 par l'ANSI pour standardiser les échanges d'informations textuelles entre les différents ordinateurs, les télétypes et les autres systèmes d'information. Avant ça, chaque constructeur pouvait avoir son propre système de codage de caractères, ce qui rendait les échanges très compliqués. Alors le code ASCII, c'est au départ un jeu de 128 caractères codés sur 7 bits, les 32 premiers étant des caractères de contrôle. Dans cet exemple, on a une fonction affiche_char qui va afficher sur le moniteur série les lettres de l'alphabet avec leur code ASCII. À gauche de l'écran, on voit ce qui s'affichera sur le moniteur série. C'est une fonction void car elle ne renvoie rien. On parlera des fonctions dans une autre vidéo. Comme on veut commencer avec la lettre A majuscule, on va initialiser la variable txt avec le A majuscule, qu'on met entre 2 apostrophes, sans oublier le point-virgule à la fin de la ligne. Notez que cette variable txt est une variable locale, car elle est déclarée dans une fonction et n'a donc d'existence qu'à l'intérieur de la fonction. La fonction serialPrintln affiche le texte fixe qui figure entre les guillemets.
Notez aussi que les arguments de fonction ou de commande sont toujours mis entre parenthèses et que du texte est toujours mis entre guillemets pour pouvoir être pris en compte comme du texte par le compilateur. Sans les guillemets, le compilateur interpréterait cela comme un nom de variable et indiquerait une erreur. Ensuite, on a une boucle for. Alors on verra la boucle for plus en détail dans la prochaine vidéo, mais on va quand même en parler un petit peu ici. Elle sert à répéter une série d'instructions un certain nombre de fois grâce à une condition. La condition figure dans un bloc de paramètres avec une variable initialisée à ce moment et qui n'a d'existence que dans la boucle for. Ici, c'est la variable i qui est initialisée à 0. La boucle continue tant que la condition est vraie. Ici, c'est tant que i est inférieur à 26 et la variable de boucle i est incrémentée d'une unité à chaque fois par l'instruction i++. Donc on va aller de i égale 0 à i inférieur à 26 par incrément de 1. Et i va prendre successivement toutes les valeurs de 0 à 25, puisqu'on a mis une condition d'infériorité stricte avec i inférieur à 26, et donc i n'atteindra jamais 26. À la première itération, c'est-à-dire au premier passage dans la boucle, la variable txt vaut 65, qui est le code ASCII de la lettre A majuscule. Le premier serial print affiche un texte fixe, qui est aussi mis entre guillemets. Le deuxième serial print affiche le contenu littéral de la variable txt, donc le A majuscule. Le troisième serial print affiche encore un texte fixe qui est toujours mis entre guillemets. Et le quatrième serial print va afficher int_txt, c'est-à-dire la conversion en nombre entier de type int du contenu de txt, c'est-à-dire le code ASCII de txt, donc 65. Cette fois, on a un serial println, car on veut passer à la ligne suivante après cet affichage. Alors, une petite remarque. Si txt avait été une variable de type string, donc pouvant contenir plusieurs caractères, int_txt aurait déclenché une erreur. Et enfin, l'instruction txt++ incrémente la variable txt de 1, ce qui va lui faire prendre la valeur de 66 correspondant à la lettre B majuscule. A noter que la variable txt ne pourrait pas servir à réaliser une opération arithmétique, mais que la fonction int_txt le pourrait. Il ne faut pas confondre cette fonction int avec les parenthèses avec le type de variable int qu'on a vu la dernière fois. Mais là aussi, on verra ces fonctions de conversion en détail dans une prochaine vidéo. Si on a besoin d'un nombre plus grand, on va utiliser 2 octets. Le int est un type qu'on retrouve souvent dans les programmes et il n'est pas toujours employé à bon escient. Par exemple, si c'est pour coder un numéro de broche qui va de 1 à 30 ou 40, il faut toujours utiliser le type qui consomme le moins de mémoire. Donc un uint8_t pour enregistrer un numéro de broche suffit largement. Et pour les très grands nombres, on utilise les entiers codés sur 32 bits, c'est-à-dire 4 octets, avec des valeurs signées qui vont de -2 puissance 31 à +2 puissance 31 moins 1, ou en non signé de 0 à plus de 4 milliards. Pour les nombres en virgule flottante, on a juste le type float, qui est codé sur 4 octets et qui va de plus ou moins 3,4 10 puissance moins 38 à 3,4 10 puissance 38. A noter que les nombres s'écrivent au format anglo-saxon avec un point à la place de la virgule servant à séparer des éléments dans une suite par exemple. Sur Arduino, le type double dépend du type de carte. Sur une carte 8 bits, il est équivalent à float et occupe 4 octets avec la même plage de valeur. Mais sur les cartes 32 bits, il occupe 8 octets et sa plage de valeur est alors étendue et il a 15 ou 16 chiffres significatifs contre 6 ou 7 seulement pour le type float. Son intérêt est de pouvoir représenter des nombres très grands et très petits avec une grande précision pour les calculs scientifiques ou trigonométriques. Dans l'exemple de code, on utilise sizeof qui retourne le nombre d'octets dans un type de variable ou le nombre d'octets occupé par un tableau. Donc ici, on aura 4 ou 8 selon que la carte est en 8 ou en 32 bits. Alors il existe aussi d'autres types dont je ne parlerai pas. Par exemple le uint_fast16_t qui est équivalent à uint16_t
mais qui indique au compilateur de choisir le type natif le plus rapide en termes de performance CPU, et qui a au moins 16 bits. Ça veut dire que sur un processeur 64 bits, il sera en fait codé sur 32 ou 64 bits pour optimiser la vitesse, malgré un gaspillage de mémoire. Le processeur Arduino étant un 8 bits, sauf le doué qui est un 32 bits, il est optimisé pour faire des opérations sur des variables de taille 8 bits, et le traitement d'une variable sur 32 bits sera plus long. On peut voir les différents types possibles en utilisant la fonction d'autocomplétion de l'éditeur qui propose d'écrire la suite de ce qu'on a commencé à taper selon le contexte. Les variables booléennes sont des variables qui ne peuvent prendre que deux valeurs, vrai ou faux, et qui sont notées true ou false. Elles sont utilisées notamment dans les boucles et les conditions. Quand une variable vaut 0, on peut considérer cette variable comme une variable booléenne, et elle est donc fausse. En revanche, lorsqu'elle vaut 1 ou n'importe quelle valeur différente de 0, on peut aussi la considérer comme une variable booléenne, elle est donc vraie. Le langage Arduino accepte aussi les constantes low et high comme valeurs booléennes. Low sert à mettre une branche à l'état bas, c'est-à-dire à 0 volts, et est égal à false, et high, qui met la broche à l'état haut, c'est-à-dire à plus 5 volts, est équivalent à true. Pour manipuler des textes, on dispose de trois types de variables. Char, qu'on a déjà vu plus haut, qui ne contient qu'un seul caractère et n'occupe qu'un seul octet. String, qui peut stocker un texte de longueur variable et qui peut être modifié par des opérations de concaténation, d'extraction ou de copie d'une partie de la chaîne et dont on ne parlera pas pour le moment. Son occupation mémoire dépend de plusieurs facteurs, comme la longueur de la chaîne, un octet par caractère, plus un octet pour terminer la chaîne, mais aussi du nombre de fois où elle est modifiée. Car la classe string alloue dynamiquement la mémoire, c'est-à-dire qu'à chaque modification, la chaîne est reconstruite dans une nouvelle zone mémoire, ce qui peut conduire à une fragmentation, augmentant encore l'occupation mémoire, car le système a besoin de pointeurs vers des emplacements des éléments de la chaîne en mémoire. Donc à utiliser à bon escient et avec parcimonie, car on ne dispose que de 2 malheureux kilooctets de RAM. Le tableau char, avec des crochets, qui lui a une longueur fixe et n'occupe qu'un seul octet par caractère, plus un octet pour le terminateur. Son emplacement en mémoire est fixe, et les modifications n'augmentent pas l'occupation mémoire. C'est donc le type à préférer pour afficher un texte simple qui ne sera pas ou peu modifié quelque part. On voit ici comment l'utiliser, il se déclare de la même manière que string, sauf que c'est en fait un tableau où chaque caractère de la chaîne occupe une case, dont l'indice varie de 0 pour le premier caractère à la longueur de la chaîne moins 1. D'ailleurs à ce sujet, faites attention car en Arduino, l'indexation commence toujours à 0 et pas à 1 comme on peut le faire en C++. Voici quelques exemples de déclarations. On voit l'utilisation du point décimal dans la variable température. Notez les deux formes de la déclaration avec char et l'utilisation d'apostrophes simples lorsqu'on l'utilise comme variable sur un seul octet avec un seul caractère, ici le A, et la forme de tableau où le bonjour est encadré entre deux doubles apostrophes. Voilà, on va en rester là pour aujourd'hui, le temps pour vous de digérer tout ça. Alors les programmeurs plus aguerris auront remarqué que j'ai passé sous silence certaines choses. Et c'est volontaire, car cette série s'adresse d'abord aux débutants qui débutent, et donc il faut s'en tenir aux fondamentaux. Néanmoins, n'hésitez pas à corriger des bêtises que j'aurais pu dire. J'espère que vous serez nombreux à suivre cette série et que cela vous donnera le goût de la programmation. À bientôt!